Dans chaque famille, il y a une chaise un peu à part, celle de la personne dont on baisse la voix quand elle vient de sortir de la pièce. Si c'est la vôtre, restez, parce que ce soir, on va comprendre pourquoi ce rôle vous est tombé dessus, ce qu'il vous a coûté, et surtout ce qu'il protégeait, sans que personne autour de la table ne le voie. On vous a collé un nom très tôt, et ce nom vous le portez encore, même à 40 ou 50 ans, même quand vous avez votre propre maison à des centaines de kilomètres de chez eux. Le mouton noir. Prenons un dimanche de juillet, un de ces déjeuners qui rassemblent tout le monde parce que c'est l'été, que les enfants sont en vacances et qu'il faut bien se voir une fois avant la rentrée. La table est dehors, sous quelque chose qui fait de l'ombre. Il y a trop de plats et pas assez de place. Deux conversations qui se chevauchent, un petit qui réclame, quelqu'un qui vous resserre du vin sans vous demander votre avis. Et vous êtes là. Vous avez apporté ce qu'il fallait apporter, embrassé qui il fallait embrasser, ri au bon endroit. Rien à vous reprocher. Sauf qu'il se passe une chose que vous êtes seul à sentir. Quand vous parlez un peu trop longtemps, il y a un silence, court, presque rien. Un temps de trop avant que quelqu'un enchaîne, comme si la table attendait de voir dans quel sens ça allait tomber. Quand c'est un autre qui raconte la même longueur d'histoire, ce silence n'existe pas. Pour lui, ça coule. Pour vous, il y a toujours cette petite prudence dans l'air, cette main invisible posée sur le volume. Vous avez appris à ne plus la remarquer. Votre corps, lui, la connaît par cœur depuis 40 ans. Il se prépare tout seul, avant même que vous ouvriez la bouche. Une petite tension dans la nuque, la voix qui se règle une note plus bas, cette manière de finir vos phrases un peu plus vite, comme pour libérer la place avant qu'on vous la reprenne. Personne ne voit rien, vous non plus la plupart du temps, mais c'est là, à chaque repas depuis toujours. Et le soir, quand vous racontez ce déjeuner à quelqu'un du dehors, un ami, votre conjoint, vous vous entendez dire une phrase bizarre. Vous dites « Chez moi, dans ma famille, je suis un peu la pièce rapportée. » Sauf que vous n'êtes rapporté de nulle part. Vous êtes né dedans. Vous portez leur nom, leur sang, les yeux de votre grand-père peut-être. Et pourtant, dans votre propre famille, vous vous sentez comme quelqu'un qui connaît la maison par cœur, mais à qui on n'a jamais donné la clé. Donc la question finit par arriver un soir, et une fois posée, elle refuse de repartir. Comment peut-on se sentir étranger là où on est né? On va suivre cette question, doucement. Et je vous préviens tout de suite, on ne va pas là où vous croyez. Parce que l'histoire qu'on vous a racontée sur vous, celle du difficile, du compliqué, de celui qui plombe l'ambiance, cette histoire est fausse. Pas fausse par gentillesse pour vous consoler, fausse pour de vrai. Et à la fin, vous ne regarderez plus cette chaise de la même façon. Il faut revenir au moment où le rôle a été distribué. Parce qu'on ne devient pas le mouton noir à 30 ans, on l'était déjà tout petit, sans avoir les mots pour le savoir. Laissez-moi vous raconter un enfant. Pas vous, un autre, on reviendra à vous juste après. Un dîner de famille, il a 8 ans, les adultes parlent d'un oncle qui n'est pas là ce soir, et ils en disent du mal, tranquillement, entre la viande et le fromage, comme on commente la pluie qui tombe. Et l'enfant qui écoute lève la tête et pose une question toute simple. Il demande pourquoi, si on pense tout ça de cet oncle, on l'embrasse quand même quand il arrive à Noël. Il ne provoque pas cet enfant. Il a 8 ans, il veut juste comprendre. Il vient de mettre le doigt, sans le savoir, sur quelque chose que toute la table connaît et que personne ne dira jamais tout haut. Qu'on peut sourire à quelqu'un et le juger dans la même seconde. Et là, ce silence. La mère se force à rire. Le père dit « Mange, occupe-toi de ton assiette. » On passe à autre chose. Mais quelque chose vient de se produire, et ça, l'enfant le sent dans son ventre, bien avant de pouvoir le nommer. Il a vu une chose qu'il ne fallait pas voir. Et pire, il l'a dite. Ce soir-là, dans cette maison, un poste s'ouvre. Le poste de celui qui dit tout haut. Personne ne l'a créé exprès, personne n'a voté, mais toute famille en a besoin.
et la famille vient de repérer son candidat. Alors faites une chose, là, avec moi. Fermez à moitié les yeux et cherchez votre premier silence à vous. Pas un souvenir général de votre enfance, une seconde exacte, le jour où vous avez dit quelque chose que vous croyiez tout à fait normal et où l'air d'un coup a changé. Peut-être que vous avez fait remarquer que mamie préférait ouvertement un cousin à un autre. Peut-être que vous avez demandé pourquoi papa et son frère ne se parlaient plus, alors qu'on jouait tous la comédie du contraire. Peut-être que vous avez juste refusé d'embrasser quelqu'un qui vous serrait le ventre et que ça a déclenché un drame que vous ne comprenez toujours pas aujourd'hui. Retrouvez la pièce. Qui était là? La lumière qu'il faisait ce jour-là. Le moment précis où le silence est tombé. Laissez l'image remonter sans forcer. Vous la tenez? Bien. Ne la lâchez pas, on va revenir la chercher tout à l'heure. Parce que voilà la première chose qu'on ne vous a jamais dite franchement. Le mouton noir, la plupart du temps, c'est l'enfant qui voyait trop. On le désigne pour son regard, jamais vraiment pour ses actes. Et on a passé votre vie entière à vous faire croire l'inverse, à vous faire croire que le problème, c'était vos actes. Regardez comment ça marche, une famille. Toute famille se raconte une histoire sur elle-même. On est une famille unie, on est des gens bien. Chez nous, on se serre les coudes. Et cette histoire, tout le monde a besoin d'y croire, parce que c'est elle qui tient la maison debout. Sous l'histoire, il y a le réel, les rancunes qu'on avale, le frère qu'on jalouse depuis l'enfance et qu'on embrasse quand même, le couple éteint depuis 15 ans qu'on continue de citer en exemple, le mort dont on ne raconte jamais la vraie manière dont il est parti. Tout ça est là, sous la nappe, tout le monde le sent. Et l'accord silencieux, celui que personne n'a signé mais que tout le monde respecte, c'est « on n'en parle pas ». Et puis il y a vous, l'enfant qui, à 8 ans, a levé la tête et l'a dit. Vous n'aviez rien contre personne. Vous n'étiez ni méchant ni rebelle. Vous étiez juste incapable de faire cette chose que les autres faisaient sans effort. Regardez une contradiction en face et continuez de sourire comme si de rien n'était. Les autres avaient une sorte d'interrupteur pour éteindre ce qu'ils voyaient. Vous, cet interrupteur, vous ne l'aviez pas. La lumière restait allumée. Vous voyiez le froid derrière les sourires. Vous entendiez le mensonge dans le ton trop enjoué. Vous sentiez la tristesse d'un adulte qui jurait que tout allait bien. Et un enfant qui perçoit ces choses ne peut pas les garder pour lui. Ça déborde. En question, en colère, en refus qu'on ne comprend pas. Donc la famille s'est retrouvée avec un problème sur les bras. Pas un enfant méchant, un enfant qui rendait visible ce qu'il fallait garder invisible. Et devant ça, une famille a 2 chemins. Le premier, regarder ce que l'enfant montre, ouvrir la conversation, se dire enfin des choses vraies. C'est courageux, c'est douloureux, et presque aucune famille ne le prend, ce chemin. Le second est tellement plus reposant. On décrète que le vrai problème, finalement, c'est l'enfant lui-même, et pas la fissure qu'il pointe du doigt. Il est trop sensible, trop dramatique. Il cherche l'attention, il complique tout. Et d'un coup, comme par miracle, tout le monde respire. On n'a plus à regarder la fissure dans le mur. Il suffit de regarder le doigt qui la pointe. Laissez-moi m'arrêter un instant sur une image, parce qu'elle raconte ça mieux que moi. Imaginez une maison où le détecteur de fumée se met à hurler en pleine nuit. Ce bruit strident, insupportable, qui arrache tout le monde au sommeil. Devant ce bruit, il y a 2 réactions possibles. On peut se lever, aller vérifier pièce par pièce s'il y a un départ de feu quelque part, ou on peut arracher la pile, parce que le bruit est vraiment odieux et qu'on veut se rendormir. La plupart des familles arrachent la pile. C'est plus rapide, c'est moins effrayant. Donc elles font taire l'alarme, retournent se coucher, soulagées d'avoir réglé le problème. Le problème du bruit. Le feu, lui, s'il y en avait un, il continue tranquillement son travail dans les cloisons. Le mouton noir, très souvent, c'est cette alarme qu'on a débranchée. On ne lui a jamais reproché de mentir. Ce qu'on lui reproche, au fond, c'est de faire trop de bruit avec la vérité.
Et le plus cruel dans cette histoire arrive après. À force de vous entendre dire que le problème c'est vous, vous avez fini par le croire. Personne ne prévient jamais de cette partie, donc disons-la ce soir. Quand une famille entière, les gens que vous aimez le plus au monde, les tout premiers repères que vous ayez eus, vous répètent pendant 20 ans que vous exagérez, que vous êtes dur, que vous cherchez les problèmes, il arrive un moment où vous rendez les armes. Vous vous dites, ils ne peuvent pas tous se tromper en même temps. Le problème, ça doit être moi. Et vous commencez à douter de vos propres yeux. Cette scène que vous aviez vue, ce froid que vous aviez senti, cette injustice qui vous serrait le ventre, vous vous demandez si vous ne l'avez pas exagéré, inventé, monté en épingle. Si vous n'êtes pas juste quelqu'un de compliqué qui transforme chaque détail en tragédie. Il existe un mot pour ce moment où l'on vous fait douter de ce que vous avez vu de vos propres yeux. Mais oublions le mot. Ce qui reste, c'est la sensation. Cette impression de devenir fou tout seul dans son coin pendant que tout le monde autour a l'air parfaitement calme et normal. Beaucoup d'entre vous connaissent ça de l'intérieur. Ces nuits où vous refaites la scène dans votre tête encore et encore à 3 heures du matin pour vérifier. Est-ce que j'ai vraiment vu ce que j'ai cru voir? Est-ce que j'ai réagi trop fort? Est-ce que c'est moi le souci? Et le lendemain, épuisé, vous vous excusez. Pour une chose que vous n'avez même pas commise, juste pour que l'air autour de la table redevienne respirable. Vous connaissez sûrement le moment exact où ça se décide. Vous osez remettre une chose sur la table, un déjeuner, une phrase de trop, une vérité que tout le monde évitait soigneusement. Et là, en une poignée de secondes, le clan se referme. Quelqu'un soupire. Quelqu'un lève les yeux au ciel. Quelqu'un lâche cette petite phrase qui vous coupe les jambes. Ah, voilà, ça recommence. Et en face, personne pour dire « Attends, il a peut-être raison ». Personne. Chacun regarde son assiette. Vous restez seul, debout, au milieu de votre propre vérité, avec l'impression d'avoir fait un scandale, alors que vous avez juste dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Donc la fois d'après, vous y réfléchissez à 2 fois. Et celle d'encore après, vous vous taisez avant même d'avoir ouvert la bouche. C'est comme ça qu'on dresse un mouton noir au silence. Pas d'un coup, à l'usure. Je vais être honnête avec vous 1 minute, parce qu'on est nombreux à porter ça sans jamais le dire. Il y a une facilité quand on n'est pas soi-même le mouton noir de sa propre famille, à se ranger du côté du calme, à trouver que oui, vraiment, celui-là exagère, il pourrait faire un effort, l'ambiance était très bien avant qu'il arrive, et remettre tout sur la table. Je crois qu'on l'a tous fait, au moins une fois, dans une famille ou dans une bande d'amis. On a préféré la paix à la vérité. On a soulagé la tablée au lieu de soulager la personne. Et c'est humain, remarquez, la paix est douce et la vérité fatigue tout le monde. Mais si vous avez été, vous, celui qu'on sacrifiait pour la tranquillité des autres, alors vous connaissez le prix exact de cette douceur-là. C'est vous qui l'avez réglé. Parce qu'il faut le dire, ce que ça coûte. On parle beaucoup de la liberté du mouton noir, celui qui ose, qui dit non, qui claque la porte et part vivre sa vie. On en fait presque une figure héroïque dans les films. De l'intérieur, ça n'a rien d'héroïque. C'est d'abord une solitude immense. Vous êtes celui qu'on aime, oui, mais un peu à distance, un peu avec des pincettes. Celui qu'on invite et qu'on redoute d'inviter. Celui vers qui on court quand ça va vraiment mal, parce qu'on sait qu'avec vous, au moins, on peut parler pour de vrai, et qu'on oublie sitôt que ça va mieux. On vous appelle pour les tempêtes. Pour le beau temps, pour le rire léger d'un mardi soir, c'est un autre prénom qui vous vient à l'esprit. Et cette lucidité ne s'éteint pas en grandissant. Elle change simplement de terrain. Prenez un enterrement dans la famille il y a quelques années. Tout le monde tient sa partition, celle qu'on attend de lui. Et vous, quelque part au fond de la rangée, vous voyez autre chose que ce qui se joue en surface. Vous voyez la tante qui sanglote très fort pour celui qu'elle n'appelait jamais de son vivant. Vous voyez 2 frères se serrer la main en se détestant poliment par-dessus le cercueil, le temps d'une photo que personne ne prendra.
Et vous voyez, à quelques chaises de vous, un petit qui commence tout juste à poser les mauvaises questions, celles qui gênent, et le même silence tombait sur lui que celui qui tombait sur vous à son âge. Là, quelque chose se serre dans votre poitrine, parce que vous reconnaissez la scène par cœur. Vous savez déjà quel costume on est en train de lui tailler sur le dos. Vous voudriez le prendre à part, lui glisser que le problème, ce n'est pas lui. Mais on ne prévient pas un enfant de 8 ans au milieu d'un enterrement. Donc vous vous taisez, encore une fois. Et vous ravalez cette chose que vous êtes seul à voir, pendant que les autres discutent déjà du buffet. Et il y a une solitude encore plus discrète, celle des grandes occasions, les mariages, les enterrements, les fêtes où toute la famille se serre pour la photo. Regardez-vous sur ces photos un de ces jours. Vous verrez peut-être un détail minuscule. Vous êtes là, vous souriez, et pourtant votre corps est légèrement tourné, un demi-pas en retrait, une épaule un peu de biais, comme déjà prête à sortir du cadre. Personne ne l'a jamais remarqué, vous non plus. Mais le corps dit tout haut ce que la bouche tait. Il dit « Je suis de cette famille, et je sais que je n'y suis pas tout à fait à ma place. » Respirons une seconde. Parce qu'on a beaucoup parlé de la douleur, et qu'il est temps de retourner le tableau. Doucement, sans rien vous vendre. Tout ce que je viens de décrire, cette lucidité qui isole, cette incapacité à faire semblant, ce détecteur qui reste branché quand les autres ont arraché la pile, on vous l'a présenté toute votre vie comme un défaut de caractère. Et si on l'avait mal regardé, depuis le début, si on s'était trompé de sens à l'endroit exact où ça comptait. Reprenez le petit du dîner, celui qui demandait pourquoi on médisait d'un oncle qu'on embrassait. Qu'est-ce qu'il avait, cet enfant, que les autres n'avaient pas? Il avait la capacité de voir un système, de sentir que les choses tournaient en boucle, que grand-père faisait à son fils très exactement ce que son propre père lui avait fait avant, que la même dispute revenait à chaque réveillon, avec les mêmes mots, presque aux mêmes minutes, comme une pièce de théâtre que la famille rejouait sans jamais avoir lu le texte. Que certaines blessures se transmettaient de génération en génération, aussi sûrement qu'une couleur d'yeux. Le mouton noir, très souvent, c'est celui qui a vu la mécanique tourner. Celui qui a compris, tout petit, qu'il y avait un scénario et que chacun jouait son rôle en croyant improviser. On peut appeler ça de l'hypersensibilité, un système nerveux qui capte trop, de l'intuition. Les mots ne manquent pas. Mais il en existe un plus ancien et plus simple pour cette part de vous qui savait avant même que vous ayez les mots pour le dire. Cette part qui reconnaissait le faux rien qu'à l'odeur, qui sentait la fissure bien avant qu'elle apparaisse dans le mur. On l'appelait l'âme, autrefois. Pas l'âme des images pieuses, la zone la plus profonde de vous, celle qui voit clair même quand la tête, elle, préférerait fermer les yeux. Et c'est précisément cette part-là qu'on a passé votre enfance à faire taire. Parce qu'elle voyait juste. Et voir juste, dans une famille qui tient debout sur le fait de ne rien voir, ça ne se pardonne pas facilement. Et une fois qu'on a vu la mécanique, on ne peut plus jouer la comédie de ne pas la voir. C'est même le drame du mouton noir. Il ne peut pas décider d'arrêter de voir. Ça ne s'éteint pas sur commande. Donc il reste là, au milieu des autres, avec cette conscience de trop qui l'empêche de rire tout à fait franchement aux histoires que la famille se raconte. Voilà votre vrai crime, aux yeux des vôtres. Votre crime tient en une phrase. Vous avez refusé de continuer la pièce. Faites une deuxième chose pour moi maintenant. Pensez à la phrase. Vous savez, la phrase. Celle par laquelle la famille vous résume en 3 mots quand on parle de vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Chaque mouton noir a la sienne. Il a toujours été difficile, celui-là. Elle, on n'a jamais su sur quel pied danser avec elle. Lui, c'est le rebelle, le sensible, la tête brûlée. Trouvez la vôtre. Écoutez-la bien dans votre tête, avec la voix exacte de celui ou celle qui la prononce. Et maintenant, retournez-la comme un gant. Derrière difficile, il y a très souvent lucide. Derrière trop sensible, il y a incapable de mentir, aux autres comme à soi.
Derrière, il complique tout. Il y a la plupart du temps, il refuse de faire simple avec ce qui est vraiment compliqué. La famille a pris votre plus grande qualité, celle de voir clair, et l'a rebaptisée du nom d'un défaut. Parce qu'une qualité qui dérange, c'est plus tranquille de l'appeler un défaut. Je ne dis pas ça pour vous consoler. Consoler serait facile et un peu creux. Je le dis parce que ça se vérifie, presque à chaque fois. Regardez qui, dans une famille, hérite du rôle du mouton noir. Ce n'est presque jamais celui qui s'en fiche. C'est presque toujours le plus sensible, le plus attaché, celui qui aimait si fort qu'il ne supportait pas que ce soit faux. On imagine le mouton noir, froid, distant, quelqu'un qui aurait coupé les ponts par indifférence. C'est presque toujours l'inverse. On ne se fait exiler que d'un endroit qu'on aimait de toutes ses forces. L'indifférent, lui, ne pose pas de questions à 8 ans. Il s'en va sans bruit et n'y repense plus jamais. Le mouton noir, s'il fait du bruit, c'est parce qu'il tient. S'il proteste, c'est parce qu'il y croyait à cette histoire de famille unie, et qu'au fond, il n'a jamais tout à fait renoncé à ce qu'elle devienne vraie. Il y a longtemps, avant nous, les communautés gardaient une place pour ce genre de regard. Pensez aux vieilles villes, aux villages où tout le monde se connaissait. Il y avait toujours quelqu'un qui se tenait un peu à l'écart de la fête, pas le chef, pas le sage que l'on consultait officiellement, quelqu'un de plus silencieux. Celui qui, pendant que le village dansait et se racontait ses belles légendes sur lui-même, restait au bord de la lumière, dans l'ombre, et regardait. Il voyait ce que la fête cachait. Il savait quelle maison allait mal derrière ses volets clos, quel mariage n'était qu'un arrangement, quelle rancune couvait sous les embrassades. On ne l'aimait pas beaucoup, celui-là. On le trouvait sombre, on murmurait qu'il portait la poisse. Et pourtant, quand quelque chose se déréglait pour de bon, c'est vers lui qu'on finissait par aller, le soir, discrètement, quand personne ne pouvait vous voir frapper à sa porte. Parce qu'au fond, tout le monde savait que celui qui reste au bord voit la scène entière mieux que ceux qui dansent au milieu, qu'on ne distingue jamais la forme d'une chose quand on est en plein dedans. Ce regard-là avait une place autrefois. Aujourd'hui, il n'a plus vraiment de nom, alors on l'a rangé dans la case des défauts de caractère. La famille moderne veut tout le monde au centre, tout le monde qui sourit, tout le monde dans le cadre, bien droit, pour la photo. Celui qui se tient un demi-pas en arrière, celui dont l'épaule est de biais, on ne sait plus le lire. On croit qu'il boude, on croit qu'il rejette les autres. Alors qu'il fait peut-être, sans même le savoir, un très vieux métier. Le métier de celui qui voit l'ensemble parce qu'il a accepté ou parce qu'on l'a forcé à se tenir juste en dehors du cercle. Voilà sans doute pourquoi vous traînez ce poids en silence depuis tant d'années. On vous a distribué le rôle sans jamais vous glisser la notice qui allait avec. Mais je ne veux pas vous laisser croire que tout est beau, qu'il suffit de changer de regard pour que la blessure se referme d'un coup. Ce serait vous mentir, et vous en avez soupé des gens qui vous mentent avec le sourire. Il y a une part sombre, et on va la regarder en face, parce que c'est là que se joue votre liberté. Le plus grand danger, quand on est le mouton noir, il est en vous. Il porte même un nom, épouser le rôle jusqu'au bout. Se dire, un soir de trop, puisque c'est ça que je suis pour eux, autant l'être pour de bon. Et devenir pour de vrai celui qui casse, qui claque les portes, qui débarque en guerre à chaque repas, qui coupe les ponts par orgueil et appelle ça de la liberté. Le piège est parfait, vous voyez. Tant que vous jouez le méchant de l'histoire, vous leur donnez raison. Vous devenez la preuve vivante qu'ils avaient vu juste depuis le début. Et le vrai problème, celui que vous montriez du doigt, celui qui est toujours là, sous la nappe, tout le monde peut continuer tranquillement à ne pas le voir. On est bien trop occupé à vous regarder faire du bruit. Alors la sortie n'est pas là où on l'attend. On croit que la seule issue, c'est la belle rupture qui claque, définitive, un peu spectaculaire, ou alors son contraire, revenir la tête basse, se rasseoir bien sagement et ravaler tout ce qu'on voit. Ces deux portes-là vous laissent exactement dans la même pièce. La vraie sortie est plus discrète, et franchement plus difficile. Elle tient dans une chose que vous pouvez vous dire, à vous, un matin, une bonne fois.
J'ai vu ce que j'ai vu. Je n'ai plus besoin qu'ils me le confirment pour savoir que c'est vrai. Je peux les aimer, venir au déjeuner du dimanche, sourire pour de bon cette fois, et garder en moi, calmement, sans le crier à la table, la vérité de ce que je perçois. Vous pouvez cesser d'arracher la pile du détecteur, et cesser aussi de le brancher de force sur toute la maison. Le garder pour vous, allumé, tranquille. Ça paraît simple dit comme ça. C'est le travail d'une vie entière. Une dernière chose, la plus douce. Repensez à un moment, un seul, où quelqu'un de la famille est venu vous voir en privé, loin de la table, loin des autres, et vous a dit, à voix basse, quelque chose comme « Tu avais raison, tu sais » ou « Toi au moins, on peut te parler pour de vrai » ou même pas des mots, juste un regard, dans un couloir, à un enterrement, un regard qui pesait lourd. Cherchez ce moment. Il existe presque toujours, tout au fond. Parce que c'est là qu'est la preuve. Ils savent. Une partie d'eux a toujours su que vous étiez celui qui voyait juste. C'est précisément pour ça qu'il fallait vous faire taire quand les autres écoutaient. On ne débranche pas une alarme qui sonne dans le vide. On débranche celle qui a raison. Et il y a une chose que personne ne vous avait promise. Un jour, sans prévenir, c'est un plus jeune qui vient vers vous. Une nièce, le fils d'un cousin, l'adolescent que toute la famille trouve compliqué et renfermé. Il vous écrit un soir, où il vient s'asseoir à côté de vous à un mariage, un peu à l'écart lui aussi, et il vous parle comme il ne parle à personne d'autre. Il vous confie ce qu'il n'ose dire nulle part ailleurs. Pourquoi vous ? Parce que les enfants repèrent d'instinct qui, dans une pièce pleine de monde, ne fait pas semblant. Ils vont droit vers la seule personne devant qui ils n'auront pas à jouer un rôle. Donc, si vous vous êtes senti seul à votre place à part pendant 30 ans, retenez ceci. Un jour, cette place devient un abri pour quelqu'un d'autre. Le mouton noir d'une génération, c'est très souvent le seul adulte respirable de la suivante. Il y a une phrase qui revient dans la bouche de ceux qui ont fait la paix avec ce rôle. Pas la paix avec la famille, ça, c'est encore autre chose, et ça ne dépend pas toujours de vous. La paix avec le rôle lui-même. Ils disent « J'ai cru pendant 30 ans que j'étais le maillon faible de la chaîne. J'ai fini par comprendre que j'étais juste le premier à sentir que la chaîne était rouillée. » Alors revenons à cette chaise, celle du tout début, un peu à part, en bout de table ou dans le coin près de la porte, là où on a fini par vous mettre, ou là où vous avez fini par vous mettre vous-même, à force, sans même y penser. On vous a laissé croire pendant des années que cette chaise était une punition, la place de celui qu'on tolère, la chaise de l'exilé de l'intérieur. Et si c'était le contraire ? Regardez bien d'où elle est posée, cette chaise. Un peu en retrait, légèrement sur le côté. Depuis le centre de la table, on ne voit que son voisin, son assiette, la conversation qui se déroule juste sous son nez. Mais depuis votre chaise, depuis ce petit décalage qu'on vous a imposé comme une honte, il y a une chose que vous êtes le seul à pouvoir faire. Vous voyez toute la table. Vous voyez qui cherche le regard de qui ne s'adresse plus la parole depuis un été qu'on a oublié, qui rit un ton trop fort pour couvrir autre chose, qui s'est éteint en silence au bout du banc, la fourchette immobile, pendant que les autres reprennent du dessert. Vous voyez la tendresse vraie aussi, celle qui passe encore malgré tout, entre deux personnes qui ne se le diront jamais. Vous avez toujours eu la seule place d'où l'on voit l'ensemble, le paysage complet, et pas seulement le bout de nappe devant soi. C'est une place solitaire, oui. C'est aussi la plus lucide de toute la maison. Et personne ne vous y a mis par hasard. On confie toujours ce genre de siège à celui dont on sent, sans oser le dire, qu'il saura regarder. Ce n'était peut-être pas une chaise à part. C'était un poste d'observation. Et il reste une question ce soir, une seule, celle qui va peut-être vous tenir éveillé un moment quand la maison sera silencieuse. Toutes ces années où vous vous êtes demandé ce que vous aviez de travers pour que votre propre famille vous tienne à distance comme ça. Et si personne dans cette famille n'avait jamais eu le courage de vous avouer la vérité, que vous n'avez jamais été le problème, que vous avez seulement été le premier,
le tout premier à avoir le courage de le voir.